Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième saison de Compta for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin et je suis en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des experts comptables qui vise à faire avancer les sujets de la RSE au sein du monde financier. Alors, on a parlé dans les épisodes précédents des questions bancaires, de l'importance du carbone. Aujourd'hui, on va adresser une problématique qui est le suivi des indicateurs de qualité de vie au travail et du suivi de l'engagement social. On voit bien que les problèmes de recrutement et l'augmentation des besoins des clients, mais aussi des besoins de données financières au sein des équipes financières, entraînent une pression accrue au sein des acteurs du monde du chiffre. Alors, se pose la question de comment suivre ces effets, comment anticiper les évolutions et comment suivre, au travers d'indicateurs, la qualité de la vie au travail des salariés ou l'engagement social. Alors à mes côtés, pour réfléchir à ces sujets, j'ai la chance d'accueillir Delphine Buisson, qui est dirigeante de l'Alliance Eurus et membre du comité RSE avec moi, et un binôme pour représenter le cabinet Grant Thornton, Nathalie Mergret et Frédéric Zetoun, qui travaillent sur ces sujets au quotidien. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'aurais une première question pour toi, Frédéric. Comment se pilote la qualité de vie au travail dans une société d'expertise comptable ? Alors, c'est un sujet qui est évidemment assez vaste et donc il a de multiples facettes. Nous, on a pas mal tâtonné et réfléchi à ces thématiques et on a mis en place effectivement un certain nombre d'indicateurs. Le premier, c'est évidemment le turnover, c'est-à-dire en fait effectivement mesurer les départs, mais au-delà de cet effet purement quantitatif, c'est de comprendre aussi la raison des départs. Et donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une démission, on va avoir un interview avec le démissionnaire pour comprendre les causes de son départ. Et donc ça, c'est effectivement un élément qui est extrêmement intéressant parce que parfois, c'est pour des questions purement personnelles, mais parfois, c'est pour des problèmes de management, de sens au travail, de rôle, de tâches, etc. Et donc ça, déjà, c'est un premier élément qui est très intéressant. Ensuite, nous, on monitore aussi, alors on a investi un petit peu dans des outils, notamment un qui s'appelle Supermood, mais qui est un outil... Le super... Supermood. Et il y a Supermood. Supermood. D'accord. En fait, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché et en fait, c'est un outil qui permet de faire des micro-sondages auprès des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 15 jours, on leur pose 3 questions, 2 questions fermées, une question ouverte, sur des thématiques qui peuvent être est-ce que si vous étiez le président, que feriez-vous ? Question ouverte. Ou alors, est-ce que les équipements informatiques sont satisfaisants aujourd'hui ? Est-ce que votre environnement de travail est satisfaisant ? Donc, on essaie vraiment de prendre la température. Et puis, on a aussi une notation qui est, en fait, est-ce que vous recommanderiez le cabinet comme un lieu de vie agréable ou positif au travail ? Et donc, au travers de ces indicateurs et au travers de ces réponses, ça nous permet vraiment d'avoir en temps réel une sonde sur le caractère positif ou négatif de nos collaborateurs, les problèmes qu'ils identifient. Et ce qui est aussi très intéressant, au-delà des indicateurs et au-delà, je dirais, de ces mesures, c'est de pouvoir engager avec eux des discussions et des échanges sur ces retours. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on identifie un sujet, par exemple, dans mon bureau, il fait trop froid, j'en ai assez, eh bien, on va faire une réunion avec les équipes et on va essayer d'échanger avec eux et de comprendre et finalement de remédier à ces sujets dans une dynamique, on va dire, collective pour effectivement leur montrer de façon intentionnelle et sincère qu'effectivement, on cherche à résoudre ces problèmes du quotidien. Et si on n'y arrive pas, d'expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui nous disent dans les fameux sondages, moi, je voudrais t'augmenter de 20%. Bon, les sujets de rémunération, c'est aussi des sujets indirectement de qualité de vie, ou en tout cas de reconnaissance. Bien sûr. Et ça nous permet d'échanger avec eux de façon assez ouverte sur ces thématiques. C'est un bon prétexte, en fait, pour ouvrir des discussions avec nos collaborateurs. D'accord. Alors, Delphine, de ton côté, tu as la chance de pouvoir observer différentes structures qui travaillent dans le service. Qu'est-ce que tu vois sur le pilotage justement de cet engagement social qui te paraît intéressant à reproduire ? Alors, ce
que je trouve intéressant, c'est déjà qu'on s'adresse directement aux équipes et pas forcément à ceux qui pensent à la place d'eux. Je crois que c'est peut-être un peu comme quand tu travailles ton offre client ou ton expérience client, bah, tu peux aussi interroger ton client pour savoir de quoi il a besoin et de quoi il a envie aussi. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont majeurs, qui sont peut-être simples, mais peut-être pas inclus dans les indicateurs de QVT, qui sont tout simplement le métier aujourd'hui, l'intérêt du métier, voire même la raison d'être de ce métier-là, qui est quand même un peu oublié aujourd'hui, je pense. Donc redonner une raison non pas d'être, mais d'œuvrer, ça sert à quoi finalement ces métiers-là? Donc il y a vraiment un sujet sur la génétique du métier, il y a un sujet sur la modernité de ce métier-là, quel temps, quel budget on consacre à la modernisation des chaînes de production, des outils, enfin, tu vois, des choses qui sont vraiment liées à l'exercice du métier. Le deuxième sujet qui apparaît, le deuxième indicateur qui est toujours fort, c'est un indicateur relationnel, d'ambiance, mais d'ambiance souvent de proximité, c'est-à-dire le management de proximité. Quelle est la relation? Est-ce qu'on est vraiment managé ou pas? Le management, c'est une science, pas exacte, mais c'est quand même une science ou un art. Hein, ça s'apprend pas, enfin, ou si ça s'apprend justement. Donc, est-ce qu'il y a un vrai management? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que on peut être autonome mais pas seul? Tu vois, l'autonomie, la solitude, c'est différent. Donc voilà, l'intérêt du métier, la qualité du management, et puis un autre indicateur aussi, c'est le futur de cette entreprise. Est-ce que nous sommes dans une entreprise qui s'occupe de construire du futur? Et donc là, bah, est-ce qu'il y a une vraie stratégie d'entreprise? Est-ce qu'elle est communiquée? Est-ce que les gens se sentent en accord avec cette stratégie? Est-ce qu'ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise? Ben voilà, je pense que c'est 3 piliers, tout bête, tu vois, le métier, la relation, et notamment la relation managériale, et la relation, entre guillemets, plus politique, mais au sens de presque citoyenne, quoi. Hein. C'est quoi cette entreprise dans laquelle je travaille? Est-ce que je suis fière? Donc, si tu déclines les indicateurs, bah voilà, du temps, du budget consacré au management, consacré à la modernité et à l'organisation du travail, et puis tout le temps, l'énergie consacrée aussi à la stratégie. Hein. C'est pas si évident que ça. D'accord, donc ça veut dire que c'est des indicateurs qui permettent finalement de suivre. Alors c'est marrant parce qu'ils sont assez divers. Alors ils sortent un petit peu du champ du social et du SIRH pur. Alors si on revient dans ces éléments-là un peu terre à terre, on a parlé de la question du turnover. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui, chez vous ou chez vos clients, sont utiles ou en tout cas ont emmené des actions ou des réflexions? Nathalie, est-ce qu'il y a des souvenirs d'indicateurs où tu t'es dit bon bah là ça y est, faut que je change sur ceci ou cela, ou que je fasse changer mon client pour une raison ou une autre? Effectivement, le turnover subi, on l'a évoqué, est le premier indicateur qu'on suit, mais on a mis en place une batterie d'indicateurs. On suit notamment le taux d'absentéisme, qui est un point important. Oui, bien sûr. On suit également les heures de formation qui ont été suivies, en sachant que on va de plus en plus sur des formations de soft skills qui au-delà de l'aspect, dans nos métiers, on a trop l'habitude de former sur des aspects techniques, mais le soft skill est super important. Donc, c'est des choses qu'on suit. Frédéric en a parlé, on suit l'INPS. On suit également, et c'est une demande qui est croissante, le nombre d'heures de mécénat de compétences qu'on peut faire. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais qui correspond à une demande de nos salariés. Et chez nos clients également, il y a ce même type de demande, puisque ça fait partie... Donc, les équipes financières veulent être mécènes. C'est vont bien. Et fournir des heures pour exactement. Et ça permet aussi de donner du sens et de faire son métier différemment. Aider une entreprise à faire son business plan ou à faire sa compta et le faire à la place de traiter un dossier pour un client. C'est vraiment une demande de plus en plus croissante et ça permet de donner du temps et de faire son métier différemment. D'accord, donc remettre un peu d'équilibre et de sens dans les heures passées. D'accord. Alors, une fois qu'on a tous ces indicateurs, moi je me pose souvent une question. Est-ce qu'il faut communiquer à l'externe?
Est-ce que c'est pas un peu piégeux de communiquer sur ces indicateurs? Alors, je ne sais pas si Delphine, tu as pu observer différentes structures. Est-ce que tu conseillerais de communiquer ou finalement il faut l'utiliser et le garder pour soi au risque peut-être d'être en porte-à-faux? Alors, je pense qu'on garde rien pour soi. En fait, j'ai l'habitude de dire que les murs ont des oreilles ce qui se dit dedans, ce qui se vit dedans, ça traverse les murs. Donc en pas fait, besoin de communiquer sur les indicateurs, de toute façon, ça se sait. moi je dis souvent, quand on travaille sur la qualité de vie au travail ou sur le travail, je dis toujours, travaillez déjà votre intériorité, la communication se fera d'elle-même. Tu sais, c'est attractive by design, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et d'ailleurs ça pourrait être aussi un autre indicateur, c'est combien finalement on a de candidatures spontanées. Il y a combien de personnes qui frappent à la porte parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils savent que cette entreprise-là, elle est comme ci, comme ça. Pas parfaite certainement, mais en tout cas, on a envie d'y travailler. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi un indicateur. Et donc, la communication, je pense elle finit par se faire toute seule. Du reste, on a quelques histoires, quelques initiatives comme ça où nos DRH font recruter. Ce sont les équipes qui recrutent elles-mêmes leurs futurs collègues, quoi. Voilà, le recrutement se fait entre pairs, en fait. Donc, la communication, elle se fait s'il y a matière à. Voilà. Donc avant de communiquer, il faut déjà vivre et être et avoir travaillé, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Et alors, est-ce que Frédéric ou Nathalie, vous avez un commentaire sur ce... Oui, nous, on a pris la décision de communiquer, mais ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on dit et avoir le courage d'afficher ce qu'on fait et mettre en place une véritable politique. On publie chaque année notre rapport RSE dans lequel il y a un certain nombre de KPIs chiffrés et on les présente dans le temps. Donc voilà, et on suit l'index sur l'égalité professionnelle et quand il sort, on se dit OK, on a marqué des points, mais il y a encore des sujets sur lesquels il faut s'améliorer. Donc, il faut en assumer effectivement les conséquences et mettre en place les bonnes mesures pour améliorer nos indicateurs. D'accord, donc il faut communiquer et pas avoir peur au risque des conséquences qu'il peut y avoir. D'autant plus que les jeunes générations sont vraiment en attente sur de la transparence dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Donc, c'est une demande qui est prégnante. Et puis je pense que ça correspond aussi au fait que, en tant que manager, en tant qu'associé, je pense qu'on ne peut plus s'afficher comme étant infaillible. Et justement, c'est quelque part notre, entre guillemets, fragilité ou difficulté parfois à répondre à certains enjeux qui sont très complexes, qui créent aussi du leadership. Et engager les gens, c'est aussi montrer ça. C'est aussi montrer que oui, bien sûr, on est des experts, on sait faire tout un tas de choses, mais qu'il y a aussi des choses sur lesquelles, parfois, on est moins bon. Mais c'est pas pour ça qu'on se décourage, on continue à travailler sur les sujets. Je pense que c'est une matière très sensible, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir montrer cet aspect-là des choses et des gens et des humains, en fait. Oui, être à la fois humble et montrer sa fragilité, oui. Ça peut faire une force. D'accord. Alors, un autre sujet qui est lié aux indicateurs, alors je ne sais pas l'un ou l'autre, moi je me pose toujours une question sur la source d'information, qui n'est pas toujours simple, soit au sein des cabinets, soit chez nos clients. Qu'est-ce que vous pouvez recommander pour essayer de bien organiser une remontée d'informations? Et est-ce que vous voyez des conseils peut-être simples pour justement mettre en place des indicateurs qui ne soient pas trop lourds pour les entreprises, pour pouvoir suivre justement ces engagements sociaux? En fait, c'est vrai que là encore, nous, il y a quelques années, on faisait ça à la main ou sur Excel. Et donc, c'était un défaut d'investissement, j'ai envie de dire, mais qui était peut-être à l'image du défaut d'investissement qu'on avait globalement sur cette fonction RH. Et à un moment donné, on s'est dit, non, si les gens qui travaillent avec nous sont importants tels qu'on le dit, il faut investir, et donc investir dans des outils, en fait. Donc là, aujourd'hui, nous, on s'est équipé d'un SIRH. Aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même une proposition qui est très large, avec des investissements qui vont être finalement assez modérés. Et avec ces outils, finalement, et cet investissement assez modéré, on peut assez facilement monter un certain nombre d'indicateurs de façon automatique, qui sont honnêtement de bien meilleure qualité et bien plus faciles à utiliser que quand finalement on se dit je vais le faire une fois tous les 36 du mois, le faire mal. Et puis finalement, investir, ça nous engage. Parce
Parce qu'on se dit, maintenant que j'ai mis de l'argent dans l'outil, maintenant j'ai des chiffres, qu'est-ce que j'en fais? Donc je dirais que c'est une démarche qui est assez vertueuse, en fait. Et nous, donc, on a investi dans ce SIRH, ça nous permet de mesurer tout un tas d'indicateurs dont parlait Nathalie. Et c'est vrai que nous, on pense que, alors c'est plus au plan RH, mais c'est vrai sur la RSE, je pense qu'on est quand même des professions qui sommes très orientées sur le chiffre. Et donc, je dirais que appuyer nos actions sur des chiffres et des chiffres vérifiés, c'est véritablement notre façon de raisonner. Donc, je pense que c'est vraiment important, effectivement, de faire cet effort-là, parce qu'ensuite, clairement, c'est des choses qui nous parlent, c'est des choses qui nous engagent, et c'est des choses qui nous permettent de rationaliser nos décisions. D'accord. Alors, Delphine, est-ce que toi, de ton côté, tu peux observer des manières, justement, de récupérer l'information ? Oui, alors c'est exactement la même idée, mais faite d'une autre façon. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les outils tech qui peuvent nous aider avec une légèreté, une souplesse. Enfin, j'aime beaucoup cette idée, le Supermood. Et d'un autre côté, tu as aussi l'investissement justement dans la formation en management, parce que souvent le frein, il est humain, qui est de dire, mais n'hésitez pas à poser des questions pour récupérer l'information à la source. C'est-à-dire que il faut que la relation elle soit directe en fait. Il faut que la question elle soit posée directement et ne pas avoir peur d'avoir des réponses qui sont pas agréables à entendre au début, mais qui sont utiles finalement à l'amélioration de la relation et de la qualité de la relation. Et donc là, ça veut dire qu'il faut avoir une maturité. Nathalie, tu parlais des soft skills, mais on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire avoir une maturité dans la qualité de la relation, ne pas avoir peur de se dire les choses. Et ça, c'est une éducation, parce qu'à la fois les managers et les équipes n'osent pas toujours parler. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. Pour plein de gens, c'est pas du tout naturel. On en a peur. Et quand j'entends un manager ou peu importe, un expert qui dit tout va bien, personne dit rien, je dis on n'a rien compris au sujet, quoi. On devrait toujours avoir des choses à se raconter. Donc des outils pour des sondages, mais aussi des réunions stand-up toutes simples. Enfin, de la relation humaine, c'est ce que tu disais Nathalie, de la relation, des petits temps courts, réintroduire de la parole, réintroduire de la discussion, et de la discussion qui passe pas à travers les couloirs ou les étages. Non, de la relation de proximité. Oui, donc il faut mélanger une partie un peu structurelle à aussi du temps à consacrer pour écouter. Le management, c'est du temps. Ouais, je pense que la technologie est au service de la relation, en fait, et doit engager la relation, en vérité. Nous, c'est vraiment notre conviction. C'est tous ces outils, c'est pas les outils pour les outils. C'est les outils pour que les humains se parlent et se connectent. D'autant plus qu'on sort d'une période très complexe, la période de pandémie, Covid, télétravail, où il y a eu de la distanciation, où les gens se sont perdus de vue, ont perdu le contact. Clairement, là, dans nos cabinets, on a vraiment un ardent besoin de reconnecter les gens, de les reconnecter au sens de ce qu'ils font, au projet, comme tu le disais, etc. Et ça, véritablement, c'est important. Et d'ailleurs, quand on parle de mesures, nous, on a mis en place du télétravail, mais on mesure aujourd'hui le nombre de gens qui reviennent, sur quelle fréquence, etc., pour voir effectivement si il y a une appétence à se retrouver ensemble et si effectivement la qualité de vie au travail post-Covid, elle est un peu équivalente à celle qu'on avait avant. Et quand on a des décalages, c'est-à-dire des gens qui ne reviennent pas, on va les voir, on leur demande est-ce que structurellement tu ne veux plus venir parce que tu es mal, voilà, etc. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est un sujet clé. Oui, et ce que j'entends aussi, et c'est vrai que la qualité du travail et le télétravail, c'est assez intéressant puisqu'on l'a initié en 2017-2018. C'était un peu le sujet tendance, mise en place du télétravail, etc. Puis on l'a subi pendant quand même un certain nombre de mois, avec toute une question juridique assez fréquente. Et puis aujourd'hui, on arrive dans quelque chose de nouveau, avec des indicateurs qui évoluent, puisque la question n'est plus le nombre de jours de télétravail, la question est en fait, est-ce que les gens reviennent ou pas ? Et donc j'entends que vous observez, et c'est un constat de l'ensemble de la profession, qu'en fait les gens reviennent, et les gens veulent revenir, et se revoir et repasser du temps ensemble, pas tous. Et donc ensuite, on va aller analyser ceux qui reviennent pas à l'origine. Donc finalement, on va aller mettre en place d'autres suivis pour que l'indicateur du nombre de jours de télétravail, il veut plus dire grand-chose dans la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Ok. Alors, moi, j'avais aussi une question sur cette question de l'engagement social et qui est plus que la qualité de vie au travail. C'est la question du suivi, donc qui est devenu maintenant obligatoire pour les entreprises de plus de 50 sur la question de la parité, ou en tout cas on a un début de suivi. Alors on sait quand même qu'il y a un retard,
je ne sais pas si c'est un retard, ou en tout cas, il y a une évolution sociétale en cours avec un équilibrage sur les cadres, notamment hommes et femmes, et sur les rémunérations, avec des déséquilibres. Je ne pense pas que les métiers du chiffre coupent à la problématique. J'en suis même certain, parce que les chiffres disent le contraire. Est-ce que vous avez des idées pour aider, je dirais, la profession comptable et le monde financier en général à augmenter la proportion de cadres ou de dirigeantes ou d'associés selon les structures femmes et rééquilibrer un peu le ratio rémunération? Nous, on a mis effectivement en place plusieurs mesures parce qu'effectivement, en plus, en tant de ressources rares, tout le monde commence à s'intéresser un petit peu aux femmes, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. On a mis effectivement différentes mesures. Il y a les rôles modèles. Parce que trop souvent, en fait, les femmes n'ont pas de rôle modèle en tant, par exemple, qu'associées femmes, experts comptables, dirigeant un bureau. On n'arrive pas effectivement à avoir suffisamment de femmes qui dirigent des cabinets. Et nous, en fait, c'est toujours à la base, c'est les chiffres. On s'est rendu compte qu'on perdait 50% de nos femmes au grade de manager. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on perd toutes ces femmes? Donc, on a mis en place un programme de développement personnel qui s'appelle Springboard pour pouvoir apprécier ces enjeux personnels et professionnels. Et ça marche bien parce que maintenant, les femmes restent chez nous et font des bébés, donc c'est plutôt une bonne chose. On essaye d'organiser aussi des conférences pour pouvoir réseauter, parce que un associé doit faire du chiffre d'affaires et souvent il n'y a pas assez de réseau féminin. Donc on organise des matinales ou des cafés informels où on fait venir un speaker, une femme qui est inspirante, avec une femme chef d'entreprise ou un cabinet qui parle de confiance en soi, qui parle de plafond de verre, pour qu'il y ait des moments entre soi et que les femmes puissent parler de leurs propres limitations, leurs pensées autolimitantes. Et donc, on essaie de donner des petits trucs comme ça pour que derrière, elles puissent se faire du business. Et ça marche aussi plutôt pas mal. Et en termes de rémunération, on fait un gros travail sur les rémunérations. Donc déjà, chez nous, on a des grilles. Donc ça limite effectivement les discriminations. On sensibilise avant les périodes de promotion à la nécessité de s'assurer que le rythme de promotion des hommes et des femmes est le même. On a fait également je vais passer rapidement dessus, mais des ateliers de sensibilisation sur les stéréotypes et la manière dont les femmes le rapport qu'ont les femmes à l'argent. Typiquement, les femmes ne demandent jamais d'augmentation. Nous, notre DRH nous a dit en 17 ans, je n'avais jamais vu une femme venir me demander une augmentation alors que j'ai 15 hommes dans mon bureau. Donc ça aussi, on en parle et on essaye de sensibiliser les directeurs de périmètre en disant attention, les femmes n'agissent pas comme les hommes. Les femmes, pour une promotion, quand on leur propose une promotion, elles disent « Ah, mais je n'ai pas savoir-faire ». Parce qu'elles doivent savoir faire le job à 95% avant de vouloir le faire. Et donc, on essaie de pousser des messages en disant « Mesdames, osez ». C'est pas qu'un problème lié au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes, c'est que vous-même, donnez-vous les moyens de réussir. D'accord, ça fait pas mal d'idées à réfléchir et à utiliser. Delphine, est-ce que toi, tu as pu rencontrer des idées, des manières de faire qui peuvent aider à aller dans ce sens-là? Par rapport aux femmes dirigeantes, finalement, la question qui se pose, c'est de réinterroger aussi la qualité de vie du dirigeant, tout court. C'est-à-dire que plutôt que de faire rentrer au chausse-pied une femme dans un modèle qui a été travaillé par les hommes, et c'est comme ça, peu importe, il y a beaucoup de choses à réinventer en termes de modèle. C'est quoi la vie d'un dirigeant aujourd'hui dans une entreprise d'expertise comptable? Et finalement, peut-être que les femmes, c'est une opportunité dans le fond de dire, puisque nous, on est un peu neuves, ou voilà, pourquoi pas faire, comment on verrait les choses, comment on les ferait. Et je pense d'ailleurs que ça intéresserait beaucoup d'hommes qui en ont sans doute un peu marre de travailler de cette façon-là depuis des siècles et des siècles. Écoutez, merci pour tous ces éléments.
Alors, moi, j'aurais une dernière question à vous poser. Donc, on a évoqué toutes ces questions pour justement bien choisir ces indicateurs. On voit qu'il y en a beaucoup, mais que finalement, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est plutôt la qualité du suivi et les actions qui sont mises derrière. Moi, j'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup d'indicateurs qui n'étaient pas vraiment mesurables, mais qui étaient plus des actions à suivre dans le temps et du temps à consacrer. Alors, demain, à la suite de ce podcast, les gens qui écoutent vont retourner chez eux. Est-ce que vous auriez une chose à leur conseiller de faire demain matin pour que ils puissent mettre en place leur RSE en action? Delphine? Peut-être une idée toute simple. Vous emmenez, pour ceux qui ont des enfants, tu vois, des grands, tu les emmènes avec toi dans l'entreprise et puis tu les laisses se balader et puis tu les écoutes. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, c'est un peu ce que tu disais, c'est un peu réinterroger mon organisation personnelle. Et donc, moi, j'inciterais les gens à allouer un temps supplémentaire aux humains, en fait, donc ce qu'on va appeler le management, en vérité. Parce que je pense que, finalement, le management, aujourd'hui, c'est la clé. Et la relation, c'est la clé. Et donc, il faut y passer plus de temps et plus de temps qualifié. Donc, moi, j'aurais envie de dire, si vous passez 5 heures, 10 heures, 20 heures en management chaque semaine, rajoutez-y 20 ou 30%. Et clairement, il se passera des choses. Et effectivement, vous saurez que vous avez réussi en regardant votre taux de turnover et s'il baisse, c'est que vous vous améliorez. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges. Donc, c'est la fin de cet épisode. Lors du prochain épisode, nous allons évoquer des sujets complètement différents, puisqu'on va réfléchir à comment choisir son partenaire bancaire. Donc, on sera loin de la partie sociale, charge sociale et équipe. On sera plutôt sur la partie trésorerie et relations investisseurs. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour ce temps passé. Et à vous, auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables, oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt!